Cette vidéo est en partenariat avec Third Edition, qui distribue le livre La légende de Kingdom Hearts de George Grouard, alias Jay, le fondateur du RPG Magazine. Si cette analyse sur la licence vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur Kingdom Hearts, n'hésitez pas à vous procurer ces livres. Il est prévu en 3 tomes, le premier étant consacré au développement de la licence, le second sur l'univers des jeux, du premier sur PS2 à Dream Drop Distance sur 3DS, et le troisième entièrement consacré à Kingdom Hearts 3, le tant attendu. J'ai moi-même les 2 premiers tomes, c'est très instructif et amusant à lire, et je dis ça alors que je suis pas très livre de base. Cela étant dit, bonne vidéo à tous. La Reine des Neiges, Réponse, Pirates des Caraïbes, Hercule, Toy Story, Monstres et compagnie, Donald, Dingo et des personnages de Final Fantasy. Cette association d'icônes du jeu vidéo et du cinéma semble être complètement absurde. Et disons-le, sur le papier, ça l'est. Ces personnages n'appartiennent pas seulement au même univers, mais ils n'appartiennent pas au même style ou la même dimension. Des personnages en 2 dimensions qui côtoient des personnages en 3D, en prise de vue réelle ou en stop motion, des personnages de cartoon croisant un univers satirique, un autre univers poétique, encore un autre univers crasseux de réalisme, et un univers d'animé épique et sombre. C'est plus proche de Gumball que d'un univers grandiose et premier degré. Et pourtant ça marche. Il y a quelques petits malins qui s'amusent à ridiculiser l'idée que dans un même jeu, on a le sombre et torturé Sephiroth qui côtoie Winnie l'ourson. Mais malgré ça, Kingdom Hearts a une fanbase des plus solides, au point que ce jeu au concept absurde a eu droit à un succès incroyable, donnant naissance à des suites et des spin-offs sur diverses consoles. Et son 3e opus est attendu comme le messie. Mais pourquoi ça marche? Qu'est-ce qui fait que Kingdom Hearts n'est pas qu'un simple jeu fanservice? Qu'est-ce que Kingdom Hearts? Tout d'abord, voyons les films et jeux vidéo qui sont utilisés dans la licence. Non, quoique, c'est trop long. Faisons juste le premier jeu. On a les classiques Disney, comme Donald, Dingo, Mickey, Pluto et compagnie. On a des personnages de Final Fantasy, comme Cloud, Yuffie, Squall. Je m'appelle Léon. Ah ouais, il est dans une autre phase émo, celui-là. Ainsi que Sid, Sephiroth et Aerith. Et en film Disney, nous avons dans l'ordre Alice au Pays des Merveilles, Hercule, Tarzan, Aladdin, Pinocchio, la Petite Sirène, L'étrange Noël de Mr. Jack et Peter Pan. Et les 2 derniers mondes ne sont pas directement des mondes basés sur ces films-là, mais on a La Belle et la Bête, La Belle au Bois dormant et Fantasia, plus précisément la séquence du diable. Donc si on regarde bien, pas toujours les plus populaires de Disney. Oh sûr, Alice, la Petite Sirène et Mr. Jack sont cultes, mais Tarzan et Hercule, moins. Ce dernier, beaucoup débattent encore si le film serait catastrophique ou cool. Et surtout, s'ils voulaient faire dans le populaire avant tout, bah le Roi Lion aurait été le premier de leur liste, mais non, c'est juste une invocation. Et Fantasia, c'est l'un des plus gros bides de la compagnie malgré son statut prestigieux et l'image iconique de Mickey en apprenti sorcier. Voilà quoi. Le jeu semble avoir choisi des films qui ont un lien direct avec l'enfance, un conte classique ou une forme poétique. Mais pour mieux comprendre tout ça, il faut contextualiser ça à notre histoire principale. Au tout début du jeu, on a un Sora qui admire l'horizon d'une plage armée d'un bout de bois. Une fois le jeu lancé, on entend Sora remettre en question sa propre réalité. En VO en tout cas, car la VF a un peu triché pour ce passage et enlève un peu son sens, mais bon. Après ça, on a un droit à un clip musical où un tas de trucs bizarres se passent. Sora voit son ami Riku lui demandant de le rejoindre alors qu'une vague s'apprête à s'abattre sur lui. Sora essaye de le sauver, mais la vague s'abat sur eux deux. Riku fait comme si de rien n'était et continue à appeler Sora. Ce dernier essaye toujours de le rejoindre, mais le courant le pousse à la surface où il voit Kairi. Il va donc la rejoindre, il rigole, mais il voit au loin quelqu'un tomber du ciel. Lui-même. Sora tombe alors en voyant Kairi essayant de le rattraper, mais Sora tombe dans les abysses, et une fois qu'il atteint le fond, il trouve la lumière révélée par des colombes qui prend leur envol. Un vitrail à l'effigie de Blanche-Neige. Réalisé par Louis Buñuel. Je plaisante, mais malgré l'aspect clip musical, il y a du sens dans ce passage qui ne semble pas avoir de sens. Et pour le comprendre, on va passer encore à une autre étape. J'ai un peu perdu tout le monde, mais croyez-moi, ça va quelque part. Dans Kingdom Hearts raconte l'histoire de Sora, Kairi et Riku. 3 enfants qui correspondent à un archétype cliché. Le héros naïf, la fille idéaliste et le grand classe moralement perdu. Trio modèle que vous pouvez retrouver dans Star Wars, Avengers, la Ligue des Justiciers, Naruto, Fullmetal Alchemist, Spider-Man, Hellboy ou encore Pirates des Caraïbes. Ces 3 enfants passent leur journée à s'amuser, à faire des compétitions et à rêver de partir à l'aventure et découvrir le monde extérieur. Ce qui finit par arriver quand une
une entité des ténèbres attaque leur île. Sora se retrouve expédié dans un autre monde, sans la moindre idée de ce que sont devenus ses amis, avec pour seul moyen de défense une Keyblade, une épée en forme de symbolique en forme de clé. Là, il y rencontre des personnages de Final Fantasy qui lui expliquent la situation. Des créatures appelées sans cœur attaquent différents mondes et s'emparent du cœur des gens. En fait, ils disent cœur, mais plus dans le sens la source de leur émotion et leur esprit, plus que le palpitant en fait. C'est très Sailor Moon. Et aidé de personnages Disney comme Donald et Dingo, Sora part à l'aventure à travers différents mondes Disney où il essaiera de retrouver ses amis et vaincre les ténèbres. Il retrouve Riku qui est devenu méchant pour sauver Kairi, il trouve Kairi mais elle n'a plus son cœur, il affronte Riku, découvre qu'il n'a pas été choisi par la Keyblade, ça devait être lui, mais comme Riku est un connard maintenant, la Keyblade dit finalement j'étais mieux avec l'autre là. Abattu pour son échec, Riku se laisse posséder par un être des ténèbres appelé Ansem. Oui je sais, on découvre que ce n'est pas réellement Ansem mais Xehanort qui a piqué le nom du vrai Ansem pour faire chier ce dernier. On y vient. Il révèle que le cœur de Kairi est en Sora, donc Sora se transforme en son cœur pour rendre son cœur à Kairi. Kairi le ramène à son état normal et Sora va péter la gueule d'Ansem pour sauver Riku et l'univers. Il découvre Kingdom Hearts, le royaume de tous les cœurs. Ansem est genre, les ténèbres sont l'essence même du cœur, donc le royaume de tous les cœurs doit être rempli de ténèbres. Mais Sora est genre, non. Donc la lumière sort de Kingdom Hearts et bute Ansem. En fait, non. Riku va mieux mais se sacrifie avec Mickey qui débarque à peine pour fermer Kingdom Hearts, qui est en fait bel et bien un royaume de ténèbres. Une fois ça fait, l'univers est sauvé, Sora reste pour continuer à protéger le monde, mais Kairi retourne dans son monde. Et là, Kairi sort de l'oasis pour reposer ses yeux. Elle aura l'easter egg un autre jour. Donc, je devais trouver un sens, c'est ça? Donc, pourquoi Disney? Plus précisément, pourquoi ces films Disney là et pas d'autres? Eh bien, si on regarde de plus près, l'ordre exact des mondes que l'on explore dans le jeu a une logique narrative. Les deux premiers mondes sont le foyer et la petite ville de traverse. On l'a dit ville, hein, pas chemin, hein, tu nous colles pas de procès en ligne, hein. Le foyer est le point de départ évident de toutes les fantaisies. Tatooine, la Comté, Rezenbull, Bourg-Palette, Jakku, la maison des Dursley, MLK, Smallville, etc. C'est ici que le héros grandit, se forge sa personnalité, et une fois l'âge de maturité commencé, il quitte le foyer pour affronter le monde. La première ville est aussi une étape importante. Bossesley, Bray, Takodana, le chemin de traverse, ne nous poursuis pas, Métropolis, etc. C'est là que le héros comprend à quel point le monde est riche et complexe. C'est là qu'on lui explique les premières règles pour comprendre les dangers et l'univers qui l'entoure. Ensuite vient les mondes Disney. Donc si tu commences logiquement en suivant les indicateurs de danger, le premier monde que tu visites est celui d'Alice au Pays des Merveilles. On commence par le monde le plus étrange et sans logique, basé sur le regard d'un enfant ne comprenant pas le monde des adultes et mettant en avant son absurdité. Illustrant ainsi à quel point ce monde n'a aucun sens pour Sora, le besoin de s'adapter à ses étrangetés et de les remettre en question. Après tout, c'est le premier monde où notre équipe est genre fuck la loi de ne pas s'immiscer dans les événements d'un monde. Ensuite, on passe au monde d'Hercule. Évidemment, c'est plus le personnage mythologique qui intéresse nos petits gars de chez Square, plus que le ton super-héroïque Las Vegas. Je sais pas, je sens un peu que Final Fantasy adore la mythologie. Ici, Sora devra prouver qu'il est à la hauteur de sa tâche, de prouver qu'il a le potentiel de passer de zéro en héros, de changer de peau. Non putain, putain de chanson de merde. Bref, il doit prouver qu'il est un vrai héros. Et rien de mieux pour ça que de le comparer à l'archétype mythologique ultime de l'héroïsme. C'est le seul monde Disney où on est incité à revenir régulièrement pour affronter de nouvelles compétitions et de nouveaux ennemis au cours du jeu, pour montrer l'évolution et les progrès de Sora en tant que héros. Et ensuite, le monde de Tarzan, une histoire de confrontation entre le sens de la justice et celui du devoir qui ne sont pas toujours compatibles. Illustré à la fois à travers Tarzan qui doit s'opposer à la volonté de sa famille de gorilles pour aider quelqu'un dans le besoin, mais aussi à travers Sora et Donald qui se disputent car l'un voulait explorer ce monde pour trouver ses amis, tandis que l'autre voulait se concentrer sur leur mission. Les deux points de vue finissent par s'accorder et prennent la meilleure option. Ils apprennent de leur tort, mais aussi en quoi l'autre avait raison. Et au milieu, il y a Clayton, qui ne s'intéresse qu'à son seul objectif, refuse d'apprendre de ses erreurs, et à force d'orgueil, perd son cœur. L'univers, la quête du héros et un thème principal. Ces trois mondes ont déjà résumé tout le jeu. Car comme Tarzan, Sora risquera tout pour aider ses amis. Comme Jane, Kairi guidera moralement nos héros. Et comme Clayton, Riku sombrera dans son orgueil. Puis vient le monde d'Aladin. Ici encore, il y a un parallèle entre les choix du héros de ce film Disney et de Sora. Aladin est confronté à un choix. Soit concrétiser un vœu au détriment d'un ami cher pour être avec celle qu'il aime, soit faire ce qui est juste pour cet ami et ensuite aider celle qu'il aime par ses propres moyens. Ce qui réussira, car de sa bonne action, le génie se permettra d'aider Aladin à retrouver Jasmine dans un geste sans lien de servitude d'un génie envers un maître, mais simplement d'ami à ami. Dans le monde suivant, celui de Pinocchio, Sora fait exactement la même chose. Riku s'en prend à Pinocchio et compte l'utiliser pour sauver sa bien-aimée, mais Sora s'y oppose car Pinocchio n'est qu'un enfant innocent qui ne mérite pas ça, même pour sauver Kairi. Sora a appris de la leçon d'Aladin.
pas Riku qui continue à suivre la voie des méchants Disney, aveuglé par l'orgueil, l'immédiateté et le pouvoir. Ah, et j'ai failli oublier pourquoi Pinocchio. Riku est crapule. C'est un petit con qui finit transformé en âne à la fin. Après vient le monde de la petite sirène. Le pire monde des jeux qui nous marche. Putain que ce monde est un jeu à merde. Je ne plaisante pas. Durant ma première partie, j'ai mis de côté ce monde pourri. Parce que ouais, tu peux finir le jeu sans faire ce monde-là. Il savait que ce monde était une torture. Avec la chanson en boucle soulante là. Ah pardon. Donc... notre petite sirène est frustrée d'être enfermée dans sa bulle alors qu'elle rêve de découvrir de nouveaux mondes au-delà, au point de se lier à un être maléfique pour obtenir ce qu'elle veut. Mais quand ses êtres chers sont menacés par son envie d'indépendance, elle se rachète... Pardon. C'est l'histoire de Riku. Ouais, Riku et Ariel. Le monde de l'étrange Noël de Mr. Jack est un peu plus évident. Jack et le docteur Frankenstein étudient les secrets du cœur et leurs recherches finissent par leur échapper et profiter à un être avide de pouvoir. Attends, le coup du vrai et faux Ansem était prémédité et pas juste de l'impro totale? Mais oui, cette histoire-là suggère bien ce qui s'est passé avec le méchant principal de cette histoire et un personnage dont on découvrira l'existence que dans la suite, Ansem le Sage, un scientifique bien intentionné, essaye de comprendre les secrets de l'univers, quelqu'un s'empare du fruit de ses recherches et le consume pour devenir un être difforme et ténébreux. Le monde de Peter Pan, je ne pense pas avoir besoin d'expliquer. Riku pousse Sora à grandir en le mettant face aux conséquences de son insouciance, en lui montrant les responsabilités qu'il a envers une Kairi qui a perdu son cœur, et surtout le fait affronter sa part d'ombre. Mais Sora est secondé par Peter Pan, celui qui refuse de grandir, et l'âme d'enfant de Sora subsiste. On en vient au monde de la forteresse oubliée qui, comme je l'ai dit, comprend deux films Disney. Premièrement, on a La Belle et la Bête, avec la présence de la bête amenant à une histoire où Sora est confronté à ses défauts, mais les surmonte pour faire appel au meilleur de lui-même et sauver la princesse, qui elle, sauve le héros par son amour après qu'il se soit changé en monstre. Mais ça s'applique aussi à Riku, qui lui aussi est confronté à ses défauts, ne les surmonte pas pour le moment, devient définitivement un monstre, et est sauvé par l'amour de Sora. Putain, c'est vraiment Sasuke en fait. Et deuxièmement, La Belle au bois dormant qui est assez évident. On a un héros qui combat un dragon pour libérer la princesse d'un long sommeil par un signe d'amour, sauf qu'à la place d'un baiser qui réveille du sommeil, c'est un sacrifice héroïque. Et après ça, le dernier film Disney est Fantasia, où le dernier segment musical du film raconte l'histoire d'un monstre démoniaque qui est vaincu par la foi et une lumière divine. Le monde de Kingdom Hearts est fait de lumière. Le dernier monde de Kingdom Hearts basé sur le dernier segment servant d'apothéose à Fantasia. Voyez-vous ça? Oh mais attends, j'en oublie un je crois. Mais lequel? Ah, j'ai presque en tête. Ah, pense. Pense. Évidemment, Winnie l'ourson. L'histoire d'un enfant qui entre dans un monde imaginaire et devient ami avec d'étranges personnages et les aide quand ils ont des ennuis. Pas étonnant qu'il soit dans les 3 jeux. Donc voilà, toutes les histoires Disney utilisées dans l'histoire du jeu ne sont pas gratuites. Oh attends, à force de parler des personnages Disney, j'ai oublié les personnages de Final Fantasy. Ça résume toute la licence en fait. En gros, Squall, un ado voulant être adulte qui réapprend à être naïf, Cloud, un ado qui cherche à retrouver son innocence, Yuffie, la grande gamine positive, Aerith, un modèle de naïveté, Sid, le vieil adulte qui vit son rêve d'enfant, et Sephiroth, l'incarnation de l'enfant qui reste enfermé dans le cocon maternel. C'était très facile en fait. Et ça s'applique aussi aux autres épisodes. Dans le 2, La Belle et la Bête est un parallèle avec la situation de Riku qui a été défiguré par ses actions passées. Puis on a Hercule, le héros qui s'épuise à cause de tous les combats, mais est aidé par un fantôme d'un passé oublié. Tout comme Sora qui est de plus en plus à bout et qui est aidé par Ansem. Sans parler de Mulan, une héroïne qui se déguise pour pouvoir entrer dans un monde dur et aider ses êtres chers. Riku, best princesse Disney. Ta chevelure est magique? Tes mains sont magiques? Qu'est-ce qu'on va boire? Tu parles avec les animaux? Your Majesty, I'm really flattered. Ensorcelé? Je refuse de faire ça pour vous. Enlevé et séquestré? Est-ce que les gens pensent que tous tes problèmes se sont réglés parce qu'un homme fort et puissant a surgi dans ta vie? Riku! C'est une vraie princesse! Même Steamboat Willie est utilisé avec pertinence en apportant le thème de la nostalgie, le fait de trop s'accrocher à un passé où tout était plus simple. Tous les épisodes ont leur rôle thématique ou scénaristique. Et le 3, pareil, entre Toy Story, une histoire sur des jouets qui doivent accepter que l'enfant qu'ils ont diverti a grandi et n'a plus besoin d'eux, Monstres et compagnie, l'histoire de monstres du placard qui doivent accepter de dire au revoir à une petite fille pour son bien, Hercule encore, mais cette fois focalisé sur les liens avec Zeus, la personne dont il refusera l'offre d'altérer son humanité, préférant vivre heureux avec la femme qu'il aime,
Réponse, l'histoire d'une adolescente qui a vécu toute sa vie recluse dans une tour et qui doit affronter le monde extérieur. La Reine des Neiges, pareil, mais en plus nuancé et critiquant plus les émotions modelées par l'exclusion des deux jeunes femmes. Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, j'ai fait tout un alert spoiler sur leur thématique, et ça finit sur une fille qui attend son amour sur une plage. Faites vous-même le calcul. Big Hero 6, l'histoire d'un enfant qui doit accepter le deuil. Oh putain! Je suis en train de spoiler Kingdom Hearts 3 là en fait. Quelqu'un va mourir et ça va finir sur des adieux mélancoliques, potentiellement Kairi qui va rester seul sur l'île. Donc voilà, j'ai expliqué cette partie du scénario. Maintenant... achevez-moi. Le scénario de Kingdom Hearts est long, atrocement compliqué et boursouflé. C'est une critique très répandue parmi les joueurs qui en ont marre de Kingdom Hearts. Je voulais juste jouer à un crossover marrant comme Smash Bros version RPG avec des personnages Disney et Final Fantasy. Pourquoi faut-il que ce soit si compliqué ? Eh ben, Final Fantasy a aussi des complications. Le premier jeu avec son méchant qui remonte le temps et tout, donc pas étonnant qu'un jeu qui a une part Final Fantasy dans son ADN soit aussi complexe. Mais même par rapport à Final Fantasy, ça peut être perché. Je suppose que c'est parce que Final Fantasy se contente d'un épisode autosuffisant généralement, donc pas besoin de faire un scénario plus complexe sur plusieurs itérations du jeu. Mais c'est vrai que le scénario principal de Kingdom Hearts... Donc... Dans le premier jeu, t'as ce mec qui se fait appeler Ansem, un chercheur des ténèbres qui prétend que l'essence du cœur sont les ténèbres. Il est devenu un être ambigu qui a pris le contrôle du corps de Riku. Il l'a vaincu, mais il est toujours là. Et en fait, ce n'est pas Ansem, mais un mec qui se fait appeler Xehanort, qui a piqué le nom de son maître pour le faire chier. A la base, ce Xehanort fut divisé en deux parties, parce que quand tu perds ton cœur devient un sans-cœur, et ton corps devient un simili. Le sans-cœur de Xehanort est le mec qui a pris le corps de Riku, et son simili a créé une organisation de simili. Mais ce ne sont pas les origines du mec. On découvre qu'à la base, Xehanort était un vieux monsieur qui a perverti l'esprit d'un maître de la Keyblade appelé Terra, dont il a pris le corps pour devenir le Xehanort qui a piqué le nom d'Ansem, pour ensuite devenir un sans-cœur et piquer le corps de Riku. Ce mec là voulait créer une X-Blade, une super Keyblade pour devenir surpuissant et faire sombrer le monde dans les ténèbres. Ce n'est pas clairement dit, mais c'est la merde si ça arrive. Et pour ça, il a utilisé un autre maître de la Keyblade, Ventus, qui ressemble au simili de Sora, Roxas, parce qu'en fait le cœur de ce maître de la Keyblade, Ventus, donc est allé dans le cœur de Sora parce qu'il y a beaucoup de place là-dedans apparemment. Après qu'il se soit fait battre par son double maléfique qui ressemble à Sora aussi du coup, là par contre je ne sais pas, ce qui fait qu'il a perdu son cœur et son corps reste conservé dans un manoir qui bidouille des souvenirs. Ok. Une seconde. Et ce n'est toujours pas ses origines. À la base, Xehanort était un ado qui en avait marre de vivre sur une île chiante pour apparemment montrer un parallèle avec le futur de Riku. Il est entré en contact avec un futur lui, oui, il y a des voyages dans le temps maintenant, au secours, et depuis une version jeune de lui voyage dans le temps pour s'assurer que son plan pour provoquer une guerre des Keyblade pour créer la X-Blade se passe à merveille. Le mec a préparé son plan depuis plus de 100 ans apparemment, et malgré les voyages dans le temps, il nous a pas empêché de lui botter le cul dans le 1 ou dans le 2. Donc je suppose que se faire battre le cul jusqu'à avoir le cul rouge de Rafiki est important dans la construction de la X-Blade, cherchez pas trop dans cette optique. Aussi, pour que son plan fonctionne, les membres de son organisation de Simili doivent avoir une part de lui. Donc ils sont ses Horcruxes en quelque sorte, et Xehanort est plus proche du virus T que de Sauron maintenant. Et en plus de ça, des années plus tôt, préquel de préquel, oui, on découvre qu'il y a cette boîte super importante qui a un rôle à jouer. Ouais, j'aime Kingdom Hearts, mais je ne vais pas mentir. Je comprends pourquoi les gens ont tant de mal avec l'histoire. Les dialogues à base de réflexions mélodramatiques n'aidant pas non plus. What the hell have you been smoking, Nomura? The better question is what I haven't smoked yet. Mais voici la petite subtilité qui fait que la série n'est pas si inaccessible qu'on ne le pense. Ce scénario-là est pratiquement secondaire, car l'histoire principale est l'histoire de Sora. Et comment Sora vit ce scénario compliqué? Hey, Donald! Come on, you're hogging it all! Hey! Sora s'en cogne de tout ça. Cette scène vient tout de suite après qu'il ait découvert qu'il était un potentiel hôte pour Xehanort, qui n'était pas un vrai maître de la Keyblade, mais juste un intermédiaire pour le vrai maître qui est Ventus, un mec qu'il ne connaît même pas, et il a failli sombrer dans les ténèbres. Et sa réaction, c'est ça. Parce que ce n'est pas important pour Sora. Pour Sora, tout ce qui compte, c'est que ses amis aillent bien, que le mal soit vaincu et qu'il peut continuer ses aventures amusantes avec ses personnages Disney préférés. Il s'en fiche de combien de Xehanort il y a. Ce qui compte pour lui, c'est que Riku va bien et qu'il peut sauver ceux qui ont été piégés par Xehanort. Il s'en fiche de pourquoi Riku a la tête d'Ansem. Il veut juste savoir pourquoi Riku ne lui a pas dit, car il s'inquiète que du bien de ses proches. Je veux dire, même lui a du mal à suivre le scénario. Ça se complique encore?
Oh là là, déjà que j'ai du mal à comprendre. Ah, quand le coup du simili de Xehanort était la partie la plus complexe du scénario de Kingdom Hearts. C'était le bon temps. J'irais jusqu'à dire, soyons fous, théorie perso, que le plan de Xehanort est volontairement ridiculement complexe pour montrer l'adulte qui s'engouffre dans sa complexité superflue et confronté à la simplicité pure de l'enfant idéal. Je pense aussi que Square Enix voulait surtout faire des tonnes de jeux intermédiaires en attendant que le vrai Kingdom Hearts sorte et que lier scénaristiquement tout ça sans trop avancer l'histoire de Sora, c'était un sacré bordel, mais c'est pas incompatible. Après tout, leur première confrontation entre Sora et Xehanort était basée sur la supériorité intellectuelle de ce dernier. Il y a tellement à apprendre. Et toi, tu ne comprends rien. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. Je vais aller découvrir le reste du monde. Un effort inutile. Celui qui ne sait rien ne peut rien comprendre. Il n'est pas directement concerné par le scénario avec Xehanort. Histoire principalement développée dans des jeux où il n'est pas au centre de l'histoire, comme Birth by Sleep ou Coded, ou mis de côté comme Dream Drop Distance. Et quand on lui explique ce qu'il a loupé, il retient l'essentiel. Comment va Riku? Comment je peux aider ces personnes que je ne connais absolument pas, mais que je suis la seule personne dans l'univers pouvant les aider? C'est pour ça que je pense que les gens n'auront pas à s'inquiéter du scénario complexe pour Kingdom Hearts 3. Il y en aura sûrement un peu, mais pour le chapitre final, et vu toute l'exposition et explication balancées dans les autres jeux, ils vont probablement se contenter de l'essentiel, à savoir Xehanort méchant, faut l'arrêter. Mais c'est aussi pour ça que j'aime Sora. On peut lui reprocher d'être un charistou, tout à fait, mais j'adore ce mec. C'est un mec qui a la responsabilité de sauver l'univers des ténèbres, mais il prend tout de même le temps de profiter de ses voyages. Il prend le temps de sympathiser avec les personnages qu'il rencontre et de les aider. J'adore que quand il rencontre un drôle de petit ourson qui se demande où ses amis sont partis, il prend le temps de l'écouter et accepte de faire l'effort de les retrouver, malgré que ses amis sont disparus et tout. C'est un truc que Riku lui reproche dans le premier jeu, de pas prendre en compte ses responsabilités. Il voit comme une faiblesse le fait de sympathiser avec d'autres personnes au lieu de tout tenter pour retrouver Kairi tout de suite. Mais c'est pas une faiblesse, c'est même sa plus grande force, car il sait du coup quels sont les vrais enjeux. Il a plus de motivation et donc plus de conviction. Il sait ce qui est important. Tout le monde. Et c'est en prenant ça en compte, pas en l'ignorant car ça ne l'arrange pas dans l'immédiat, qu'il devient plus fort que Riku. Je n'ai pas besoin d'armes. Mes amis sont ma force. Kingdom Hearts parle de l'enfance, de notre rapport aux contes et aux histoires qui bercent et forgent l'enfance, du combat entre le monde des enfants et le monde des adultes. Ce n'est pas pour rien que nos héros sont des gosses, que leurs adversaires sont principalement des ados et des adultes cyniques qui pensent que le monde est fait de ténèbres, tel un étudiant qui se croit plus malin que les autres d'avoir compris que le monde est pourri, des imos quoi. Sora et Kairi sont les enfants modèles, ceux qui grandissent mais n'oublient pas la pureté et la bonté liées à l'enfance. Riku est l'enfant qui se perd dans sa compréhension du fonctionnement du monde, mais qui peut redécouvrir les bienfaits de l'enfance et mieux la protéger par la suite. Les personnages Disney sont les modèles d'enfants que l'on doit conserver pour forger de meilleures personnes. Les personnages de Final Fantasy sont les modèles d'adolescents qui montrent que tu peux grandir tout en gardant ta sensibilité. Les membres de l'organisation 13 sont des ados emo qui s'enfoncent dans l'erreur, dans une bête intention de vouloir être plus mature que les autres. Même la façon dont marche le monde est assez poétique. La source de leur pouvoir sont leurs émotions pures. Le simple amour de Kairi permet à Sora de sortir des ténèbres. Le simple fait d'oublier ses amis dans Chain of Memories a pour conséquence que les amis de Sora l'oublient aussi, car les souvenirs sont basés sur nos liens avec d'autres personnes. Riku se protège des ténèbres en se bandant les yeux, car... Ses yeux ne peuvent mentir. Mentir? Et qui est-ce que tu croyais tromper? Dis, hein? Moi-même. Il verrait qui il est et se jugerait comme un être indigne de rédemption. C'est la logique des contes qui atteint un autre niveau par la complexité des sentiments adolescents. La peur de grandir, l'espoir, l'oubli, l'amour, l'autoflagellation, l'empathie pour des inconnus. C'est pour ça qu'à la fin du premier jeu, Kingdom Hearts se révèle être de la lumière. Parce que l'optimisme du grand enfant Sora a vaincu le pessimisme du vieux fou Ansem. C'est pour ça qu'à la fin de Kingdom Hearts 2, la lettre de Kairi se retrouve dans un autre monde. Les sentiments de cette lettre se sont connectés à son interlocuteur. Et en la lisant, Sora ouvre le chemin pour son île. Car le lien se fait maintenant dans le sens inverse. Et ce genre de magie purement sentimentale est fascinant. Et je ne pense pas être le seul à être fasciné par ça. Suffit de voir Interstellar de Christopher Nolan. Mon attachement pour Murphy est quantifiable. C'est ça la clé. Je vais même dire c'est une meilleure direction de l'utilisation de la magie que les derniers Disney ou Harry Potter. J'aime bien comment ces derniers utilisent la magie, plus logique que ambiguë, ça crée un univers intéressant,
Mais le style que propose Kingdom Hearts apporte plus de poésie au détriment d'un univers détaillé et réaliste, et ça atteint bien plus efficacement la grâce des classiques de Disney. La fin de Blanche-Neige est un bon exemple de ça. Pourquoi seul un baiser pour la réveiller? D'où sort le prince? D'où sort ce château? C'est une fin qui a plus de sens émotionnel que logique. Les films récents sur la magie essayent d'expliquer son fonctionnement, la détailler, la rendre logique, mais j'ai plus l'impression que c'est pour prendre par la main des spectateurs qui ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes sur la signification de la magie, ce que ça dit sur les émotions et la psychologie de nos personnages. Car à la base, c'est ça la magie, une émotion qui déforme la logique. Ça peut sembler être une excuse pour du Deus Ex Machina et du ta gueule c'est magique, mais en vrai, ça dépend de comment tu l'amènes. Les fins de Kingdom Hearts sont justifiées par l'ambiguïté de l'univers qui est démontrée à plusieurs reprises au cours de l'histoire. L'univers entier est ambigu, les mondes n'ont pas de réelle consistance, donc comment peut-on dire que le scénario nous abuse s'il n'a jamais promis de logique dans son univers? Et cette magie, je la comprends. Quand j'étais adolescent, j'étais comme Riku. Je voulais grandir au plus vite car ça semblait cool et acceptable d'être adulte. Donc je reniais les fictions que j'aimais étant gosse car ça ne faisait pas adulte. Je n'aimais plus les classiques Disney, je n'aimais plus les Looney Tunes, je n'aimais plus les dessins animés comme Batman et Justice League. Sonic que j'aimais encore mais j'en avais un peu honte et j'essayais surtout de montrer aux gens la partie mature de Sonic, au point que j'avais fait une BD sur une version humaine de Sonic. Oui, la veste noire c'était parce que Matrix. Et oui, c'est moche, je n'étais pas super dessinateur. Et les seuls trucs en rapport avec Disney qui m'intéressaient étaient Pixar, parce que c'était drôle, Pirates des Caraïbes, car c'était cool, et bien sûr, Kingdom Hearts. Je me souviens de la première fois que j'avais vu la toute première bande-annonce de Kingdom Hearts. J'étais déjà conquis, car malgré les personnages Disney que je me forçais à ne pas aimer car ça ne faisait pas adulte, j'étais séduit par l'ambiance dantesque de la musique. Même la jaquette du jeu me captivait, mélancolique, sombre, classe, des sentiments d'adolescent malgré la présence de Donald et Dingo. Donc malgré que je n'assumais pas trop l'aspect Disney, j'ai eu le jeu pour Noël. Et c'est comme si j'avais redécouvert pourquoi j'aimais Disney. J'étais comme Riku qui trouvait honteux d'être un enfant, mais qui à la fin finissait par envier Sora, qui continue à être un enfant malgré tout et s'en porte très bien. Comme Riku, j'ai fini par retrouver mon âme d'enfant et décider de la protéger contre un monde d'adultes cyniques qui ne croient en rien. Je comprends ceux qui veulent absolument paraître adultes quelque part, renier tout ce qui est enfantin et populaire pour renforcer une impression d'être mature, pondéré, au-dessus du reste, mais j'ai compris au fil des années que ce n'est pas être adulte. Au contraire, c'est de l'immaturité qu'on essaye de compenser avec ce qui semble être mature. Ce n'est pas mature de chercher à rendre Robin des Bois ou les 10 commandements réalistes. Ce n'est pas mature de détourner les morales des films Disney comme prétendre que La Belle et la Bête est une histoire de syndrome de Stockholm. Ce n'est pas mature de regarder des émissions télé sur des êtres débiles et qui se disent des gros mots tout le temps. Ce n'est pas mature de chercher d'être dissident à tout prix. L'écrivain britannique C.S. Lewis, auteur de la saga du monde de Narnia, disait bien « En devenant un homme, j'ai abandonné des attitudes enfantines, comme la peur d'être infantile et le désir d'être très adulte. » Car être mature, c'est accepter les bienfaits du simple et de l'enfance et le conserver malgré le fait qu'on grandit. Il ne faut pas croire que complexe veut dire intelligent, que sombre veut dire mature et qu'enfantin veut dire puéril. Ne pas oublier de grandir et mûrir, bien sûr, mais en n'oubliant pas ce que les histoires qui nous ont bercés nous ont appris. Plus elles sont éloignées, plus c'est important de s'y accrocher. N'oubliez jamais ça. Et joyeux Noël.